Alors bonjour Tristan et merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à cette interview. Je voulais tout d'abord savoir si vous pouvez vous présenter, donc parler de votre parcours, votre histoire, pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore. Oui, bonjour Laetitia, oui. Je m'appelle Tristan Frédéric Moir, je suis psychanalyste, psychothérapeute, précisément onirothérapeute, et ma spécialité, c'est l'onirologie. C'est-à-dire que je me suis spécialisé dans l'étude du langage du rêve. Je suis spécialiste du langage du rêve, puisque c'est mon outil de travail privilégié en séance. Et donc, j'ai mis au point une méthode d'interprétation du rêve qui se fonde sur l'étude du langage du rêve, donc dans toutes ses complexifications, dans toutes ses ressources. Et cet outil, je l'enseigne aussi dans le cadre de formation. Voilà. D'accord. Et donc, comment se passe une séance avec vous, de manière générale voilà. Alors une séance, ben, les personnes qui me consultent, la plupart du temps, c'est parce qu'elles me connaissent. Mhm. Donc je fais des émissions de radio depuis très longtemps. J'ai commencé à faire une émission d'interprétation de rêve en 94 sur Radio Ici et Maintenant. Maintenant, je la fais sur Internet, donc ça fait presque 30 ans quoi, que je fais ça. Et donc, les personnes qui me consultent, elles me connaissent généralement par ce support et elles viennent parce qu'elles ont envie de travailler sur leurs rêves, principalement, et puis aussi parce que la thérapie par le rêve est un processus qui va très vite. C'est-à-dire qu'avec une analyse et une interprétation de rêve qui est juste, on voit tout de suite les problématiques comme les qualités qui sont intrinsèques à la personne et on va travailler sur ces problématiques et aussi mettre en avant les qualités qui seront mises en avant par le rêve. Oui, c'est ce que j'ai vu sur votre site. Donc, vous êtes psychanalyste et neurologue, et donc la thérapie est beaucoup plus courte qu'une simple psychanalyse, en fait, avec le Bah, rêve. comme on a un outil, ça va beaucoup plus vite. Mm. Et on va directement au cœur du problème, si l'interprétation est juste, évidemment, ce que va valider ou pas la personne qui consulte. D'accord. Vous êtes également le créateur de la formation Ever. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça ou Bah oui, c'est rêve à l'envers. c'est ça. Et des ateliers extraordinaires. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Enfin, qu'est-ce qui se passe en atelier et lors de cette formation également que vous proposez Alors, rêveur, ça veut dire école vivante d'enseignement du rêve. Mhm. Et je propose donc cette méthode que j'ai mis en place, que j'ai structurée, que j'ai mis d'ailleurs en forme dans un livre. Et je vais enseigner cette méthode pour les thérapeutes ou pour les étudiants ou les amateurs qui ont envie de connaître les mécanismes d'interprétation du rêve, de savoir comment ça fonctionne. Et c'est un enseignement qui se passe sur une année la plupart du temps, mais que je propose aussi en stage de formation intensive pour les personnes qui habitent loin de Paris et qui préfèrent regrouper en un court moment tout l'enseignement pour qu'elles puissent l'acquérir, mais n'ayant pas à se déplacer à chaque fois tous les mois pour venir à Paris. Hmm. Mais donc la formation, le stage intensif est sur 5 jours. Euh, Oui. Pendant les 5 jours, vous proposez le niveau 1 et 2 ou le niveau 1 sur 5 jours et le niveau 2 sur 5 jours, sur 5 autres jours? Voilà, le niveau 1, c'est les personnes qui viennent pour la première fois, c'est donc sur 5 jours. Et Mhm. le niveau 2, c'est le niveau au-dessus avec une théorisation beaucoup plus psychanalytique qui va être mise en place par rapport à ce qui est vu et par rapport aux thèmes qui vont être évoqués dans les interprétations de rêve. D'accord, merci. Donc là, pendant le confinement, vous en avez aussi fait à distance, hein, j'imagine, enfin, Eh bien, on s'adapte. Oui, on s'adapte tout à fait. Et j'ai fait 2 ateliers en visioconférence. D'accord. Ça marche très bien. C'est un peu moins chaleureux qu'effectivement les rencontres, mais ça a marché très bien. Et en séance, je n'ai fonctionné qu'en visioconférence pendant 2 mois. Ah, d'accord. Mm. Alors, je regarde ma liste de questions en même temps. Donc, parmi les méthodes de connaissance de soi qui existent, pourquoi vous vous êtes principalement dirigé vers euh, ah, vers L'outil du rêve, le monde onirique, voilà, plus qu'autre chose. Pourquoi vous êtes spécialisé? là, c'est une inclination personnelle. J'ai toujours été fasciné Mhm. par le phénomène du rêve.
Depuis toujours, j'avais quelquefois noté mes rêves, je m'étais intéressé à cette pratique, j'ai fait des expériences avec le rêve, et je me suis dit que ça pouvait être un très bon outil. Et quand j'ai commencé ma psychanalyse, puisque pour être psychanalyste, il faut faire une psychanalyse, je me suis aperçu que la plupart des psychanalystes ne savaient pas se servir de l'outil du rêve. Ils restaient dubitatifs ou ils travaillaient en mode associatif freudien, ce qui ne permet pas d'avancer très vite. Et je me suis intéressé aussi à l'approche jungienne. Et donc j'ai étudié aussi l'approche jungienne. Et là, je me suis aperçu que ça pouvait être plus parlant. Et j'ai développé aussi ma méthode par rapport à ce que je voyais, par rapport à mon expérience, surtout par rapport à mon expérience de radio, qui a été quand même extrêmement forte. Et je me suis aperçu qu'il y avait quand même des choses qui se répétaient, qui revenaient, qui avaient des grands thèmes. Donc la notion d'inconscient collectif développée par Jung, elle apparaît vraiment de façon claire, magistrale, quand on voit des thèmes qui reviennent, quand on voit des symboles qui sont récurrents et qui semblent signifiants toujours de la même manière. Évidemment, un symbole, c'est comme un mot, il faut le mettre dans un contexte pour qu'il soit le plus parlant, mais on s'aperçoit que dans le rêve, il y a des structures extrêmement précises, donc la syntaxe, la sémantique, tout ça, c'est ce que j'enseigne, formes qui reviennent et qu'on peut apprendre, qu'on peut acquérir. Et donc, il y a certains symboles qu'on peut d'ailleurs retrouver dans votre dictionnaire des symboles, avec des symboles du rêve, hein, je pense. Enfin, moi, oui. Quand je Alors, pour les personnes qui veulent le voir tout de suite, sur mon site, il y a un dictionnaire en ligne qui comprend à peu près 1000 mots. Et puis, sinon, pour les personnes qui veulent voir ça de façon plus poussée, j'ai écrit le nouveau dictionnaire des rêves. Donc là, il y a beaucoup plus de choses dedans. C'est un très gros ouvrage et les entrées sont beaucoup plus développées. Merci. Alors, comment faire pour mieux se connecter à ses rêves? Comment on peut rechercher des informations spécifiques dans nos rêves? Si on a des questionnements particuliers, voilà, est-ce qu'on peut aller rechercher des informations spécifiques dans nos rêves et comment on peut être plus présent dans nos rêves et s'en rappeler? Il y a des personnes qui ont du mal à se rappeler de leurs rêves. Alors, on va procéder par ordre, effectivement, parce que c'est large. D'abord, pour les personnes qui s'intéressent à leurs rêves, la plupart du temps, c'est qu'elles s'en souviennent. Et ce que je conseille aux personnes de faire, c'est si elles s'intéressent à ce matériel qui vient du plus profond d'elles-mêmes, c'est de les noter. Le fait de noter un rêve, déjà, va lui donner de la consistance. Il va donner une forme concrète à un état émotionnel. Nos rêves sont des états émotionnels extrêmement forts. Pour les neurologues actuellement, le rêve est un moment de gestion de nos émotions qui va passer par le psychisme et qui vont être assimilées petit à petit. Donc d'un point de vue neurologique, le rêve servirait vraiment à la gestion de nos émotions. Le rêve a un contenu émotionnel extrêmement fort et quand on va noter un rêve, quand on va le mettre en forme, on va donner de plus en plus une forme logique à une forme émotionnelle. C'est-à-dire qu'on va faire travailler le cerveau droit émotionnel en lien avec le cerveau gauche, le cerveau logique. Grosso modo, c'est-à-dire qu'on va mettre le féminin et le masculin en accord. Et on va de mieux en mieux comprendre comment on fonctionne, même si on n'interprète pas forcément ses rêves. Mais le fait de le notifier, ça donne une structure, ça donne un corps à quelque chose qui est plutôt évanescent, intangible. Et plus on va noter ses rêves, évidemment pas trop, mais plus on va noter ses rêves, en général, mieux on va arriver à se comprendre, déjà sans interprétation, puisqu'on donne de la valeur à quelque chose qui vient de l'intérieur, un contenu psychique qui procède la plupart du temps de notre désir de vie. D'accord. Et donc, au niveau des informations, si on a des questionnements particuliers, est-ce qu'on peut orienter en faisant des demandes à notre inconscient avant de se coucher, par exemple, pour avoir… Alors, tout à fait. Mais juste avant, excusez-moi Laetitia, je vais répondre aussi à la question pour ceux qui ne s'en souviennent pas. Oui, pardon. Puisque là, il y a aussi des gens qui sont intrigués parce qu'ils n'arrivent pas à se souvenir de leurs rêves. Là, il est utile de dire que nous rêvons tous chaque nuit. C'est un processus qui est intrinsèque au sommeil. Nous rêvons à peu près 1h30 par nuit à 2 heures. Dans des cycles, il y a 3 ou 4 cycles dans le temps du sommeil, c'est-à-dire endormissement, sommeil profond, sommeil paradoxal. Le temps du sommeil paradoxal, c'est celui où on rêve le plus intensément. Et puis, il y a des phases d'émergence. Et ensuite, on retourne dans le sommeil jusqu'à ce qu'on ait accompli nos 3 ou 4 cycles. Ça dépend des personnes. Donc, le but, c'est d'arriver à se souvenir des rêves d'émergence. Ce sont ceux qui vont arriver juste en fin de sommeil paradoxal. Si ce n'est pas le cas, ce que je conseille aux personnes, c'est d'abord, quand elles se réveillent, de ne pas se projeter dans la journée.
c'est-à-dire de ne pas être pris par les désirs de vie extérieurs, les contraintes, les obligations. Je dois faire ça, j'ai les factures à payer, il faut que j'aille au travail, j'ai mon train à prendre, il faut préparer à manger aux enfants, etc. On s'accorde un tout petit peu de temps. Je viens de me réveiller, c'est que je viens de rêver. C'est obligatoire. Ensuite, il y a des méthodes, donc on peut se suggestionner. On peut, par exemple, le soir, si vraiment on n'arrive pas à se souvenir de ses rêves, de proposer à son inconscient des thèmes. Si on le fait de façon régulière chaque soir, de façon paisible, dans un petit moment de méditation, on peut arriver à ce moment-là à induire des thèmes dans notre inconscient qui va nous répondre. Et à ce moment-là, les rêves pourront devenir plus tangibles. Et pour ceux qui ont des rêves très évanescents, le matin, il suffit de noter 3 ou 4 mots ou de l'enregistrer sur son dictaphone pour pas qu'il s'évapore complètement. D'accord, merci. Comment pouvons-nous commencer à interpréter nos rêves de manière autonome? En fait, dès le départ, pour les personnes qui regardent l'interview, peuvent avoir des pistes pour pouvoir interpréter leurs rêves de manière autonome? Alors, interpréter ses propres rêves, c'est assez difficile. C'est mieux, par exemple, de le raconter à quelqu'un qui est proche de nous, ou encore mieux de le raconter à un tiers qui est neutre affectivement, émotionnellement. Mais avec un peu de pratique et en s'aidant d'un dictionnaire, on peut quand même arriver à interpréter ses rêves, en tout cas avoir une idée du sens général qui se dégage du rêve. Là, par exemple, si vous notez votre rêve et si vous vous référez à un dictionnaire, vous aurez des symboles. Donc, évidemment, il faut choisir son dictionnaire, celui qui sera le plus parlant, celui qui sera le plus... Ce que je propose surtout, moi, ce sont des interprétations psychanalytiques. Donc, sur mon dictionnaire, il y aura un sens général qui est psychanalytique. Si le dictionnaire semble fiable, à ce moment-là, on peut se référer aux mots qu'il contient, aux symboles qui sont présents, et voir dans les grandes lignes, en les mettant en lien les uns avec les autres, puisque 3 symboles qui vont être assemblés, ça va donner un sens très resserré, alors qu'un symbole qui est tout seul, ça sera un sens très large. La connexion entre les différents symboles, c'est donc comme la construction d'une phrase, c'est une syntaxe, et quand on met ces symboles en lien entre eux, on arrive à affiner le sens de lecture. Alors, pour être encore plus neutre, puisque la plupart du temps, on a tendance à prendre nos rêves au premier degré, c'est-à-dire qu'on va les interpréter tels qu'on les voit. Un rêve n'est jamais au premier degré, un rêve est toujours dans une forme travestie. Il peut y avoir une distorsion de la réalité, mais surtout, il va prendre des figures de substitution la plupart du temps pour parler d'un thème précis. Donc, en écrivant son rêve et en le laissant ensuite quelques temps reposer, c'est ce que je fais avec mes propres rêves. Je les écris, je ne les regarde pas pendant 15 jours, et après, je regarde en étant le plus neutre possible, le moins au premier degré, et j'essaie de voir ce que me dit mon inconscient pour que j'ai le moins de résistance et que je sois moins impliqué dans les images que je vois. D'accord. Je voulais justement, moi je vais venir sur les rêves récurrents. Qu'en est-il des rêves récurrents? Parce qu'il y a des rêves, moi par exemple, je sais que j'en avais déjà parlé dans une autre interview, mais il m'arrive pendant une semaine, par exemple, de rêver de certains thèmes, en fait. Par exemple, il y a certains objets qui vont revenir, ou certaines situations, ou certains... Voilà. Qu'en est-il? Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Alors, il y a des grands thèmes, effectivement, qu'on retrouve. Le premier qu'on va voir la plupart du temps, c'est le rêve de vol, le rêve de perte de dents, le rêve de poursuite. Donc aussi le premier, le rêve de vol est plutôt agréable, les autres rêves, perte de dents ou poursuite, sont beaucoup moins agréables. Ce sont les grands thèmes comme les rêves de conduite en voiture, comme les rêves de maison, il y a les rêves où on peut courir. Il y a des thèmes qui reviennent fréquemment. Là, j'en oublie un petit peu, hein, mais là, c'est les principaux qu'on peut voir. D'accord. Et du coup, est-ce que Et vous... là, Oui. pardon, oui. Alors là, je parlais des archétypes, les stéréotypes de rêve qu'on peut rencontrer, mais il y a aussi le thème que vous avez évoqué, récurrent. C'est-à-dire qu'on peut faire le même type de rêve de façon répétée. Un rêve récurrent est toujours le symptôme d'un blocage. C'est-à-dire que notre inconscient bute, notre psychisme bute sur quelque chose, un problème qu'on n'arrive pas à dépasser, et notre inconscient nous envoie des messages, ça bloque, il faut aller voir où ça bloque. Et là, si les personnes qui nous écoutent font des rêves récurrents, c'est toujours intéressant d'aller voir dedans, de travailler
pour voir qu'est-ce qui est bloqué au niveau de l'évolution personnelle du rêveur. D'accord. Donc, ça pose vraiment l'attention dessus. D'ailleurs, comment se construit le rêve? D'où vient la source? Alors là, la question, elle est ambiguë, c'est-à-dire que comment le mécanisme du rêve se produit-il? Oui. Comment se construit-il? Comment le mécanisme? Alors là, c'est une question qui est difficile parce que là, je parlais tout à l'heure du point de vue neurologique où Oui. on considère que le rêve est un moment de gestion de nos émotions. On ne parle pas de communication d'inconscient à conscient, hein, d'un point de vue neurologique. Mais là, c'est très difficile de dire, c'est-à-dire que pendant le temps du sommeil, notre cerveau continue de fonctionner. Et même, il est parfois à plein régime. C'est-à-dire que si dans la réalité, nous n'utilisons que 20% de notre potentiel cérébral, pendant le temps du sommeil, on peut monter à des niveaux très importants. Est-ce que c'est global? Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, si le tracé encéphalographique d'une personne à l'état de veille peut être comme ça, en état de sommeil, il peut être en onde delta extrêmement forte, c'est-à-dire avec une intensité, on voit que tout fonctionne. Alors, ils se construisent principalement avec des images, c'est-à-dire que l'ensemble de nos rêves, avec 90%, est constitué d'images. Mais ces images sont génératrices d'émotions et effectivement, nous ressentons fortement des émotions. On peut remarquer aussi que dans les rêves, il y a très peu de dialogue, moins de réflexion, puisque là, pendant le temps du rêve, il y a une perte de sens critique. C'est-à-dire que tout ce que nous voyons nous apparaît comme étant la totale réalité et nous sommes impliqués complètement émotionnellement dans ce qui se passe dans le rêve avec très peu de recul. Certaines personnes y arrivent, il y a des personnes, on pourra en parler un peu tout à l'heure, des personnes qui arrivent à être lucides pendant leur rêve, mais pour la plupart du commun des mortels, le rêve est perçu comme une intensité de la réalité qui va être vécue sans aucune distance, malgré toutes les distorsions qu'il pourrait y avoir, mais il n'y en a pas beaucoup. Si on prend nos rêves d'une façon générale, ils sont construits de façon très réaliste. Il y a peu de distorsions par rapport à la réalité, c'est-à-dire pas beaucoup de fantastique. Mais il est évident que quand il y en a, on s'en souvient mieux. Ce qu'il peut y avoir, ce sont des aberrations, des choses qui ne se produisent pas. Par exemple, coucher avec son collègue de bureau pour des tests dans la réalité. Là, effectivement, ce n'est pas fantastique. C'est une distorsion de la réalité qui met en scène quelque chose de différent de ce que nous connaissons et de ce que nous ressentons normalement. Le rêve va donc générer énormément d'images, de thèmes qui viennent de l'inconscient. Et la partie qui m'intéresse, moi, principalement, ce sont les rêves dont on se souvient, c'est-à-dire les rêves d'émergence, ceux qui portent un message, puisque si on se souvient d'un rêve, c'est qu'il y a un message. Ce n'est pas anodin qu'on se souvienne de nos rêves. Il y a forcément quelque chose qui est à voir dedans, et ne pas s'y intéresser, c'est comme ne pas ouvrir une lettre ou un paquet qui nous est adressé, puisque c'est vraiment quelque chose qui vient du plus profond. Alors, je précise que le temps de rêve est extrêmement long pendant le temps du sommeil, parce que le rêve participe aussi à de nombreuses fonctions. C'est d'abord la gestion des émotions, mais aussi on traite les informations. C'est-à-dire qu'il semblerait que la mémoire que l'on accumule, qui devient automatique, passe par l'information qu'on ingère pendant le temps du rêve et qui va donc s'engrammer dans notre cerveau pour qu'on acquiert des outils de plus en plus sans avoir besoin d'y réfléchir. Comme le rêve sert aussi à nettoyer les mémoires qui seraient surnuméraires, c'est-à-dire quand une expérience est déjà vécue, on n'a pas besoin de la valider une nouvelle fois, on va l'éliminer. D'accord. Le rêve participe aussi donc à notre régénérescence. Selon Jouvet et Jung, le temps du rêve est un temps de reprogrammation face au dispersement et l'oubli. C'est-à-dire que pendant le temps du rêve, nous nous reconnectons avec notre nature fondamentale. Et le rêve vient nous reprogrammer par rapport à ce que nous sommes originellement. Ce que nous sommes originellement, c'est d'abord des êtres humains, nous appartenons à cette espèce, mais aussi des individus, puisque dans la perspective jungienne, le rêve participe à notre processus d'individuation, c'est-à-dire qu'il nous permet d'être de plus en plus nous-mêmes quand nous évoluons, quand nous travaillons sur nous, quand nous sommes toujours à l'écoute de ce qui vient de nous, en interrelation évidemment avec le monde extérieur, puisque la plupart du temps, nos rêves nous mettent toujours en interrelation avec les personnes de notre entourage ou avec les personnes fictives, puisque le rêve est aussi un outil imaginaire extrêmement important et on peut rencontrer de nombreuses personnes inconnues dans la réalité
qui semblent connus ou pas dans le rêve. D'accord. Et quel est votre point de vue sur le rêve lucide? Alors, le rêve lucide, on avait abordé un petit peu la question tout à l'heure, c'est cette faculté qu'auraient certaines personnes à être conscientes pendant leur rêve. Il y a des personnes qui ont cette faculté naturellement, c'est-à-dire que face à certaines situations où, pendant tout le rêve, elles prennent conscience qu'elles sont en train de rêver, et à ce moment-là, elles peuvent changer le scénario du rêve, c'est-à-dire donner des inductions qui vont permettre d'améliorer, parce que là, c'est plutôt pour améliorer ce qui se passe. Alors, on peut observer ce phénomène de façon spontanée chez certaines personnes ou chez d'autres personnes face à des rêves de type cauchemardesque. C'est-à-dire qu'elles se retrouvent toujours acculées dans une situation et la seule façon qu'elles aient de s'en sortir, c'est de prendre conscience qu'elles sont en train de rêver. Et il peut y avoir à ce moment-là des outils, c'est-à-dire elles voient un objet, elles voient certaines choses qui reviennent à la conscience. Ah mais non, ça y est, je suis en train de rêver. Et pour se sortir du rêve, elles vont utiliser des stratagèmes, des techniques. La plupart du temps, ça peut être crier, ou il y a des personnes qui passent par une fenêtre pour sortir du rêve et sortir d'un mauvais pas. Et il y en a d'autres, par contre, qui peuvent changer le scénario. Non, ça ne me plaît pas. Je vais agir sur ce scénario. Alors ensuite, ce qu'on appelle le rêve lucide aujourd'hui, maintenant, pour la plupart des personnes, c'est une espèce de travail sur soi qui permettrait de contrôler complètement le contenu du rêve, son déroulement, et d'aller dans tous les endroits possibles, de créer toutes les choses possibles, et évidemment, la plupart du temps, plutôt sympathique. Mais là, pour moi, cette technique qui n'est pas très importante, c'est un petit peu le Luna Park du rêve, je dirais. Ce qui est important pour moi, c'est ce que nous dit notre inconscient. Avoir une action consciente dans son rêve et qu'on modifie le contenu, à ce moment-là, si le conscient intervient, il n'y a plus réellement de message. Ça peut être un moment très plaisant, hein, mais ça ne sera effectivement qu'un moment plaisant. Mais du coup, en rêve lucide, on ne peut pas justement faire apparaître son inconscient sous forme de personnage et lui poser des questions et être conscient, pleinement présent à ce moment-là où l'inconscient nous répond à travers un personnage? Alors, ce serait possible, oui. Ce D'accord. serait possible. On peut, au moment d'un fait précis dans le rêve, on peut aller plus loin et demander à notre inconscient qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que je ne veux pas voir. Hmm. D'accord. Parce que la plupart du temps, là c'est une notion qui est vraiment importante, les rêves sont toujours voilés. Ils sont sous forme métaphorique, ils sont sous forme parabolique, donc symbolique, parce que le contenu manifeste du rêve, c'est-à-dire la forme telle qu'on la voit, et le contenu latent, c'est-à-dire ce qui a caché derrière, quelquefois, n'est pas politiquement correct pour notre surmoi. Donc je vais définir rapidement ce qu'est le surmoi. Le surmoi, c'est une instance du psychisme qui a été définie par Freud dans sa deuxième topique de l'inconscient. Le surmoi, c'est notre ministère intérieur. C'est le centre de gestion des autorisations et des interdits. Ça, j'ai le droit de le dire, ça, je n'ai pas le droit de le dire. Et quand il y a des messages qui sont dérangeants, le surmoi va dire non, non, ça passe pas, ce n'est pas valide. L'information ne passe pas. Vous n'avez pas votre masque, vous n'avez pas lavé vos mains, c'est pas bon. Donc vous ne passez pas. Alors, pour que, le surmoi soit, comment dire, pris au dépourvu, l'inconscient, qui lui est très intelligent, parce que le surmoi n'est pas intelligent. C'est un appareil de police, c'est tout, quoi, qui obéit au commandement. Pour que ce surmoi soit plus souple, ou en tout cas plus poreux, l'inconscient va choisir des images de substitution. Et donc, pour parler d'un fait impolitiquement correct, là, par exemple, j'ai un problème avec mon conjoint, mais je n'ose pas le dire parce que je l'aime, ou ma conjointe, on va utiliser une forme analogique, on va utiliser un personnage, un ami par exemple, qui va se comporter comme l'ami, mais avec le visage, enfin, qui va se comporter comme le conjoint, mais avec le visage de l'ami. Il va y avoir toujours des images de substitution pour que le surmoi laisse passer le contenu manifeste et qu'on puisse travailler ensuite sur le contenu latent, qu'est-ce qui est dit derrière. Et tout le rêve va utiliser en général des métaphores, des paraboles, des figures de substitution, des mensonges, mais pas vraiment des mensonges pour que ce contenu passe. C'est pour ça qu'il est très difficile d'interpréter ces rêves ou d'interpréter les rêves parce qu'on a tendance toujours à les prendre au premier degré.
C'est vrai. Et donc, tout à l'heure, on a abordé aussi le thème du cauchemar. Donc, pourquoi on fait des... Enfin, je ne sais pas si c'est la bonne question, mais pourquoi on fait des cauchemars? Pourquoi des fois les rêves ont besoin de se présenter sous une forme qui peut être parfois horrible, nous faire peur, nous donner des... Alors, le cauchemar est un phénomène particulier que je définis de la manière suivante. Le cauchemar, c'est un rêve, un mauvais rêve, qui présente un contenu émotionnel tellement fort à la fin qu'on n'a pas d'autre issue que de se réveiller. Contrairement à un rêve qui va continuer, qui va perdurer, mais l'émotion est tellement forte à un moment donné et l'impasse étant inévitable, la personne ne peut faire que se réveiller, c'est ce que j'appelle un cauchemar, quand il y a eu une terreur qui se présente. Alors pourquoi y a-t-il des cauchemars? Les cauchemars, chez les enfants, c'est très simple, c'est qu'ils sont confrontés à des situations que leurs émotions extrêmement fortes, puisque les enfants sont hypersensibles, vont avoir du mal à gérer. Et comme l'information n'est pas toujours politiquement correcte, par exemple, si un papa se comporte de façon monstrueuse dans un moment particulier, mais vraiment de façon ponctuelle, l'enfant va être confronté à une double contrainte. J'aime mon père, mais mon père a aussi des comportements monstrueux. Donc, pour que l'image soit validée quand même, mais qu'elle soit aussi séparée, l'enfant va rêver d'un monstre. Parce qu'il aurait vu un comportement monstrueux, donc je dis le père, mais ça peut être une autre personne. Hein. Et le contenu émotionnel est tellement fort que quand la gestion de l'information se met en place dans le psychisme, ça réveille l'enfant jusqu'à ce qu'elle puisse être intégrée. Mais il va y avoir une partition, il va y avoir, ça va être scindé. L'image du monstre et l'image du père ne seront pas associées. Mais plus tard, quand les cauchemars remontent, puisque les adolescents ou les adultes peuvent faire des cauchemars, ça veut dire que le psychisme est prêt à traiter l'information. Que nous n'avons plus un émotionnel surdimensionné comme peut l'avoir un enfant, que notre cerveau logique est suffisamment grand maintenant et apte à gérer l'information. Et à ce moment-là, on peut commencer à interpréter le rêve qui sera perçu sous une forme cauchemardesque. D'accord, merci. Alors, avant de passer aux questions des internautes, je sais que vous êtes aussi spécialisé dans le masculin, féminin, l'animal, animus. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Enfin, voilà, à ce niveau-là. Alors effectivement, on s'aperçoit quand on travaille sur le rêve, et comme je le disais tout à l'heure, il y a le cerveau émotionnel et le cerveau logique. Traditionnellement, on associe plutôt la partie émotionnelle au côté féminin et la partie logique au côté masculin. Et on s'aperçoit en travaillant de plus en plus sur le rêve que nous avons effectivement deux pôles. Et là, Jung a commencé à en parler avec la notion d'anima et d'animus. Nous avons deux pôles intérieurs. Alors, dans la perspective jungienne, pour un homme, l'anima, c'est plutôt une projection du féminin. C'est-à-dire, c'est une attente par rapport à une forme précise qu'il verra à l'extérieur. C'est le mythe de l'éternel féminin chez Goethe. Et pour une femme, le masculin est aussi une attente, une perception. Ce serait le roi ou le prince charmant, un archétype. Parce que là, l'anima et l'animus, ce sont des archétypes, précisément, dans la perspective jungienne, qui sont des attentes, des projections intérieures. J'ai tendance à considérer aussi que, comme on le considérait aussi dans l'Antiquité, puisque les termes anima, animus viennent du latin, qui définissait deux choses précises. L'anima, le féminin, c'est l'âme, c'est ce qui anime, et l'animus, c'est l'homme, c'est ce qui est animé, c'est la conscience. Et les deux pôles sont interdépendants. Nous avons besoin de nos deux constituantes féminines et masculines pour être à l'optimum de notre potentiel et surtout pour pouvoir communiquer avec l'autre. Un homme qui n'aurait pas d'anima n'aurait pas l'outil du langage. Le langage, c'est plutôt un caractère féminin, une spécificité du cerveau féminin. Si l'homme n'a pas de dimension féminine, il va être très difficilement capable de communiquer avec l'autre genre et donc sa relation à l'autre va s'avérer souvent difficile. De même pour une femme qui n'aurait pas son pôle masculin suffisamment développé, elle aurait des difficultés peut-être de communication avec l'homme, mais surtout une peur et un manque de confiance en elle, puisque le masculin, c'est plutôt la confiance en soi. Grosso modo, le féminin, c'est l'ouverture. À 180 degrés, c'est l'ouverture sur le monde, c'est le collectif, c'est la compréhension, c'est le langage, c'est l'imaginaire, c'est la création. Le masculin, c'est plutôt un faisceau très resserré, c'est l'objectif,
c'est je finalise, j'ai une tâche à accomplir, j'y vais. C'est la mise en forme, c'est la construction, c'est la structure et c'est la canalisation. Et là, dans une personnalité bien construite, l'énergie féminine, qui est donc l'énergie créative, l'énergie de vie, elle a besoin d'être contenue, canalisée par un principe masculin qui va permettre à cette énergie, non pas de se disperser dans tous les sens, mais d'aller vers un objectif. Mhm. Et l'anima et l'animus sont des représentations qu'on va voir extrêmement souvent dans les rêves, de par les formes féminines ou masculines qu'on va rencontrer, mais aussi de par certains principes, comme l'eau, par exemple, qui sera un principe féminin, le feu sera plutôt un principe masculin. Là, on est dans la grande symbolique générale, mais on va rencontrer ces archétypes ou ces symboles extrêmement fréquemment dans les rêves. Et plus on va travailler sur les aspects féminins et masculins intérieurs, anima et animus, plus la personne va tendre à s'équilibrer, à être dans l'optimum de ses capacités. D'accord. Ça tombe très bien le mot que vous avez dit, équilibré, parce que c'est le thème que j'ai choisi ce mois-ci pour mon blog, l'équilibre. Donc, c'est important de s'harmoniser aussi avec nos deux parties. Voilà. Alors, il y a, quand j'expose cette théorie, on me dit quelquefois, mais on est dans le non-genre. Est-ce que c'est encore valable aujourd'hui? Oui, c'est d'autant plus valable que je considère que nous avons les deux en nous. Et que donc, nous sommes des individus fondamentalement différents, femmes et hommes, et c'est ça qui est merveilleux, mais en même temps, nous sommes extrêmement complémentaires. Et plus nous avons la conscience et la perception de l'autre, de l'autre genre, plus nous découvrons des potentiels et plus nous sommes aptes à faire les choses. Mm. Et c'est vraiment cet équilibre, cette harmonie qu'on a besoin de retrouver par un travail sur soi. Il n'y a pas que le rêve, hein, mais le rêve permet de les voir tout de suite, ces figures, puisque quand ces deux énergies fonctionnent, il y a un phénomène très simple qui se passe, c'est que nous travaillons sur deux pôles énergétiques et pas sur un seul. Et donc, on est beaucoup moins fatigable, les processus de vieillissement se ralentissent et nous avons besoin de moins sommeil. Donc là, c'est quand même une perspective assez heureuse, puisque on est mieux d'une façon générale et on a plus de capacité de travail dans une journée. Est-ce que ça rejoint les théories un peu du yin et du yang dans les... Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est le yin et le yang, même si quelquefois symboliquement en Chine, les symboliques sont inversées. Et comme c'est constant, on peut prendre cette grille de lecture. J'ai une grille de lecture qui est plutôt occidentale, avec une symbolique traditionnelle et puis donc une symbolique et une approche psychanalytique. Mais oui, on rejoint la perspective du yin et du yang, des contraires. En Inde, il s'agit des principes féminins et masculins qui se retrouvent sous la forme de Shiva, le Shakti. Shiva, le dieu Shiva, est un principe bienfaisant, c'est aussi destructeur, mais son mouvement est animé par Shakti, c'est-à-dire sa parèdre, l'énergie intérieure qu'il contient. Et la danse de Shiva, pour ceux qui voient la figure de Shiva qui danse avec 4 bras, il représente le mouvement du monde, c'est-à-dire l'alternance du féminin et du masculin. Et que cette alternance est vitale, nécessaire, puisque la vie et le monde sont faits de cycles, et que si les cycles s'arrêtent, c'est la vie qui s'arrête vraiment. Et donc, les cycles de vie, de mort, renaissance sont toujours des éléments extrêmement importants pour que le monde continue d'évoluer. D'accord, très intéressant. Donc là, maintenant, je vais passer aux questions que certains internautes m'ont posées avant l'interview. Donc, je voulais poser. Donc, que pensez-vous des rêves prémonitoires? Ont-ils une place dans vos analyses? Et si oui, pourriez-vous expliquer pourquoi certaines personnes y ont accès et d'autres non, concernant les rêves prémonitoires? Alors, les rêves prémonitoires sont des phénomènes qui existent. J'en ai observé, j'ai pu en faire moi-même. Je ne m'y intéresse pas trop, parce que ce qui est important pour moi, c'est plutôt ce que veut dire le rêve. Ce qu'il annonce ne sera perçu en général qu'une fois l'événement accompli, avec plus ou moins de succès ou de raccord, c'est-à-dire que les points communs seront plus ou moins forts, plus ou moins vrais. Mais au moment même, on ne peut pas vraiment travailler sur le contenu probable, ce contenu futur, parce qu'on n'a pas les outils encore pour comprendre ce qui s'est passé. Mais oui, on peut faire des rêves prémonitoires, on peut avoir accès à des informations futures qui vont se mettre en scène dans le rêve. Certaines personnes s'en souviennent mieux que d'autres, certaines personnes ont la capacité de faire le lien avec des éléments concrets, mais je pense que tout le monde en fait sans en avoir conscience et sans forcément savoir quel événement a présidé à leur rêve, puisqu'on n'a pas accès à toutes les informations non plus. D'accord. Alors, selon Jung,
pendant le temps du rêve, nous avons accès à un temps qui n'a plus la même propriété. C'est-à-dire que pendant le temps du rêve, le psychisme a accès à un temps qui serait élastique. C'est-à-dire qu'il ne se déroule plus dans un seul sens du passé vers le futur, il est un temps fluctuant et nous pouvons avoir accès à des informations qui vont être potentiellement là dans le futur, comme dans le passé ou comme dans le présent. Ce qui est important surtout, c'est que le psychisme va se servir du matériel le plus signifiant, le plus analogique pour parler de nous. Si par exemple vous rêvez d'un cheval parce que vous l'avez vu la veille, c'est pas parce que vous avez vu un cheval que vous en rêvez, puisque vous avez vu plein d'autres choses. C'est simplement parce que le symbole du cheval, à un moment donné, va être parlant pour vous. Il va vous ramener à quelque chose de parlant. Et donc, on peut avoir aussi accès à des informations potentiellement qui vont se dérouler parce que le contenu ou la forme de ce que nous rêvons est signifiant pour nous. D'accord. Et le problème, c'est que quand on fait un rêve prémonitoire, on ne sait pas quoi en faire parce que on peut avoir le sentiment qu'il l'aime, mais on ne peut pas agir sur ce qui va se passer. Et donc, si une personne arrive à un de vos ateliers en disant, ben voilà, moi j'ai fait un rêve prémonitoire la semaine dernière, est-ce qu'il y a quand même une dimension psychanalytique derrière? Enfin, si elle a eu la preuve, voilà, que son rêve a été annonciateur, est-ce qu'il y a Oui. quand même une interprétation psychanalytique derrière, au-delà de la prémonition de ce rêve, ou son sens n'a pu être vraiment que prémonitoire? Alors, là, c'est important comme question parce que le rêve est porteur de sens extrêmement nombreux. C'est-à-dire qu'on peut interpréter un rêve selon différents angles qui ne seront pas contradictoires, mais complémentaires. Mon objectif, mon orientation, c'est plutôt d'analyser un rêve dans un sens psychanalytique, c'est-à-dire qu'est-ce que nous dit le rêve au moment présent, pourquoi part-il d'événements qui nous ramènent à nous-mêmes. Alors, dans ce sens, il peut y avoir aussi plusieurs grilles de lecture, puisqu'un rêve contient un matériel extrêmement signifiant. Et on pourrait travailler sur un même rêve pendant un an, presque en trouvant toujours de nouvelles choses. Un rêve, pour moi, c'est comme un brin d'ADN. C'est-à-dire qu'il y a toute notre histoire, il y a toute notre identité qui est contenue dans un seul rêve, si on est capable d'en tirer toutes les ficelles, d'en tirer tous les contenus. Les contenus, pardon. D'accord. Donc, le rêve va parler de certaines orientations. Il y a l'orientation d'abord psychanalytique, l'introspection. Il peut y avoir un sens prémonitoire, comme vous l'évoquez, mais ça, on ne le saura en général qu'après. Il peut y avoir un sens spirituel, il peut y avoir un sens profond, chamanique, il peut y avoir plein de sens à un rêve. Ce qui est important, c'est d'être toujours dans la justesse quand on parle à la personne. Donc, ce que je propose, moi, ce sont des interprétations analogiques conduites, c'est-à-dire que c'est moi qui fais l'interprétation, mais je soumets les hypothèses d'interprétation au rêveur ou à la rêveuse qui va les valider et on continue de travailler dans ce sens si effectivement ce qui est dit lui parle. Le fait de travailler de façon analogique, mais que j'induis moi, puisque c'est moi qui propose l'interprétation, ça permet souvent de dépasser les résistances du rêveur. La méthode traditionnelle considère qu'on ne peut pas interpréter un rêve, que le rêve appartient uniquement au rêveur, qu'il n'y a que lui qui a accès aux grilles de lecture du rêve, puisque c'est plutôt la méthode freudienne qui est envisagée maintenant encore dans les écoles, qui pontifie autour de ce thème. Et comme elle n'étudie pas le rêve, effectivement, elle continue de dire qu'on ne peut pas interpréter un rêve si on n'a pas accès à l'histoire personnelle du rêveur. C'est faux. Le rêve contient énormément de choses, 90% de symboles qui sont des symboles universels, c'est-à-dire qui appartiennent à l'inconscient collectif. Pendant le temps du rêve, nous avons accès à une banque d'images énorme, et vraiment colossale, qui contient peut-être toute la connaissance du monde et dont on va se servir de certains éléments. À 10%, il peut y avoir des symboles personnels. Évidemment, si vous rêvez de votre cousine, vous la connaissez, moi je ne la connais pas, donc je ne vais pas pouvoir interpréter. Simplement, je vous dirais, la cousine, c'est la partie la plus proche de vous. Puisque ce qui est cousin dans le langage courant, c'est comme ce qui est voisin, c'est ce qui est proche de nous. Et au travers de la description psychologique que vous allez faire de votre cousine, ça va vous ramener à vous-même, je veux dire, voilà, vous avez telle qualité, tel défaut qui sont soulignés dans ce que vous venez de dire. Donc le rêve contient énormément d'informations, énormément de sens de lecture. Chacun peut avoir une grille de lecture. Ce qui est important, c'est qu'elle soit juste et pertinente pour la personne qui soumet son rêve. D'accord.
C'est très intéressant que vous ayez souligné en fait le fait qu'il y ait deux écoles, parce que moi on m'a déjà dit, oui, comme vous dites, comme vous disiez, qu'il n'y a que le rêveur qui peut interpréter son rêve. Et moi j'étais un peu mitigée par rapport à ça, à me dire, mais alors du coup, est-ce que les symboles c'est utile, pas utile? Donc je trouvais ça très intéressant que vous l'ayez souligné. Je passe à une autre question. Euh, Juste, oui, je vais rajouter un peu d'huile sur le feu. allez-y. Le problème de l'interprétation associative, elle cantonne le rêveur simplement à ses associations. C'est-à-dire que s'il y a des phénomènes de résistance, le rêveur va tourner autour du sujet. Il ne va pas entrer dedans réellement, puisqu'il va être confronté à des interdits et à des résistances. Et le problème d'une psychanalyse traditionnelle, c'est que souvent, elle va tendance à renforcer les résistances de chacun. D'accord. Ça fait du bien, parce qu'une psychanalyse, c'est bien, ça permet de parler. À la fin du 19e siècle, c'était salvateur, puisque le droit à la parole n'était pas vraiment pris en compte, le droit de parler de soi, c'était pas vraiment pris en compte. Et donc la psychanalyse traditionnelle a fait beaucoup de bien, mais ensuite, souvent, elle fait tourner les gens en rond. Hmm. C'est pour ça qu'il y en a qui arrêtent parfois en milieu de thérapie. Ils ont... Quand il n'y reste pas 7 ans, mais rester 7 ans en psychanalyse, ça n'a pas de sens. Hmm. C'est à moi de vraiment aimer parler de soi. Alors, je passe à la question suivante. Que pensez-vous d'expériences relatées concernant le voyage astral où certaines personnes sont persuadées d'avoir visité d'autres plans, donc d'autres dimensions? Serait-ce un rêve? Dans ce cas, une personne peut-elle inventer durant le sommeil des lieux et des sensations qu'elle ne connaît pas en fait voilà, consciemment? Alors le voyage astral, c'est un petit peu comme le rêve lucide. Simplement, la différence près que le rêveur a le sentiment de sortir de son corps, ce qu'on appelle un phénomène de décorporation. Et il y a des personnes qui apparemment ont cette propriété de sortir de leur corps et d'aller visiter des lieux, un petit peu comme dans un phénomène de NDE, où tout le monde voit ce que c'est que la NDE, Euh, expérience de mort imminente, c'est-à-dire les gens qui sont morts apparemment psychiquement, mais qui reviennent hmm. et Alors, qui ont vu des images et qui, donc, par exemple, des personnes qui sont anesthésiées et qui, pendant l'opération, sont capables de voir tout ce qui s'est passé et qui vont décrire apparemment précisément ce qui s'est passé. hmm. Donc, le voyage astral, ça concerne une pratique qui va permettre à la personne ou qui se fait spontanément de quitter son corps et d'aller dans d'autres plans, visiter d'autres lieux ou de rester là autour et de regarder. Mais il y a aussi le principe de la pensée magique, c'est-à-dire que ce que l'on pense se produit instantanément. Et on peut se déplacer donc comme ça, de façon instantanée, à des milliers de kilomètres de là, pour voir autre chose. Alors, il y a des gens qui l'ont étudié. A priori, ça existe chez certaines personnes. C'est un état particulier. On peut remarquer d'ailleurs que les personnes qui pratiquent, qui ont la faculté de pratiquer les voyages astrales, donc la décorporation, sont des personnes qui souvent sont dans un état de santé moindre, c'est-à-dire c'est quand le corps est plus faible et qu'il n'est pas agréable à habiter. À ce Hmm. moment-là, les gens ont tendance à sortir de leur corps parce que ce corps devient un endroit de malaise. Et les personnes qui sont en malnutrition ou les personnes qui sont en état de fièvre, affaiblies, peuvent plus facilement apparemment, d'après les études qui ont été faites, sortir de leur corps. D'accord. Et qu'en est-il donc non, ça rejoint ça aussi, il me semble, hein, que des sensations qu'elles ne connaissent pas, parce que ça reste aussi dans le voyage astral, où il est possible qu'en rêvant, on puisse voir des choses, des couleurs ou des sensations, peu importe, qu'on ne connaît pas en fait que dans la vie consciente. Alors, dans le rêve, nous sommes capables de percevoir apparemment énormément de choses. Comme je le signalais tout à l'heure, pendant le temps du rêve, nous avons accès à l'inconscient collectif. Mm. Donc, l'inconscient collectif, qu'est-ce que c'est? Ce serait une immense banque de données, d'images, où toute la mémoire du monde serait là, avec des encodages précis. Et donc, pendant le temps du rêve, on serait capable de voir des choses qu'on n'a pas encore vues. C'est le cas, effectivement. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent rêver de formes qu'elles ne connaissent pas et sur lesquelles le thérapeute va peut-être pouvoir donner un nom. J'ai un patient, quand il était petit, il a rêvé d'éoliennes. Et quand il était grand, il a vu des éoliennes et ça lui a rappelé son rêve qu'il a vu, puisque c'est exactement la même forme. Un jour, j'ai rêvé de sélacanthe. Je ne savais pas ce que c'était qu'un sélacanthe.
Mais le mot m'est apparu dans mon rêve, et j'ai regardé, j'ai vu ce que c'était qu'un sélacanthe. C'est un poisson préhistorique qui existe encore, qui fait le lien entre, entre la forme qui vit dans l'eau et celle qui passe sur Terre, parce que c'est un poisson qui a des embryons de pattes. Donc l'inconscient apparemment est capable d'accéder à des choses qu'on n'a pas encore vues ou dont on ne se souviendrait pas aussi. Puisque là, pendant le temps du rêve, nous avons accès à une mémoire de notre vécu aussi, qui n'a pas forcément été mémorisée de façon consciente, mais qui peut être engrammée en nous. Je ne sais pas où, dans l'ADN ou dans la mémoire cellulaire, mais en tout cas, nous avons accès à des mémoires dont on ne se souvenait pas aussi et qui reviennent à nous parce que on a besoin de cet élément. L'inconscient va dire, ah, ça c'est l'élément le plus signifiant, on le prend, on le met dans le rêve. C'est très intéressant. Et donc, une autre question. Durant une analyse de rêve, vous avez, durant une analyse de rêve d'une de vos élèves, vous avez comparé l'araignée à la mer. Est-ce que peut-on, selon le... Excusez-moi, je perds mes mots. J'ai compris la question. J'ai compris la question, Laetitia. Est-ce que l'araignée symbolise toujours la mer négative? Est-ce qu'elle peut avoir d'autres significations, c'est ça? Voilà, est-ce qu'elle peut avoir d'autres significations ou être comparée au père dans certaines situations sur le contexte du rêveur? Alors, effectivement, d'une façon générale, il est toujours bon de mettre le rêve dans le contexte du rêveur, mais à 90%, l'araignée va représenter la mer étouffante, c'est-à-dire l'araignée va symboliser une forme de la mer, c'est une forme, hein, c'est pas la mer dans sa globalité, c'est un aspect de la mer qui aurait été un peu trop étouffant, un peu trop envoyeutant, dévorant, qui veut garder sa progéniture dans sa toile et qui a tendance à emmailloter sa progéniture dans un cocon pour la garder, mais qui se nourrit aussi de son énergie. Donc c'est un aspect de la mer. Elle peut avoir différentes formes, elle peut être faite de façon plus intense. Tout dépend du contexte du rêve, mais c'est toujours en lien avec une mère castratrice. Mais ce n'est qu'un aspect de la mère et ce n'est qu'un aspect de la personnalité. Le rêve a cette propriété de focaliser sur des thématiques particulières pour aller travailler dessus et défaire l'élément négatif, le rejeter pour ne garder que l'élément positif, puisque chez une mère, il y a aussi énormément de choses positives. Mais s'il y a un peu de poison dedans, on ne peut pas le prendre. C'est comme le manioc ou comme le fougou. Le manioc est une racine qu'on consomme. Si on ne la rince pas, elle est toxique. Et donc, on ne peut pas l'assimiler. On ne peut pas donc avoir ce phénomène de métabolisation de l'héritage. Comme le fougou, le poisson, si on ne tire pas la vésicule toxique de poison toxique, on meurt en le mangeant. D'accord. Alors que le fougou est délicieux. Donc, alors, c'est très souvent en lien avec l'image de la mère. Quelquefois, ça peut représenter le père. C'est beaucoup plus rare. Le père, s'il s'est vraiment substitué à la mère, s'il a pris la place de la mère, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'hommes qui sont construits dans leur fonction de père en substitution à la mère. Mais on pourra remarquer, on pourra peut-être déceler ce qu'il s'agit du père, parce que la plupart du temps, ce sont des formes mécaniques. Les araignées auront un aspect mécanique, voire des robots. Voilà, puisque là, on revient à ces notions d'anima et d'animus. Un homme qui n'aurait pas réellement d'anima serait comme un robot, un automate. Il n'aurait pas de capacité de décision, il n'aurait pas de libre arbitre. Il serait un exécutant, un soldat, ou un robocop, quoi. Et donc, on peut quelquefois observer des formes mécaniques d'araignées. À ce moment-là, on se dit qu'il s'agirait plutôt du père. Intéressant, merci. Alors, est-ce que les... Ouais, donc, je pense que vous avez déjà répondu tout à l'heure. Je pose quand même la question au cas où. Est-ce que les rêves dont on se souvient le mieux sont les plus importants? Si on s'en souvient le mieux, oui. Il est évident que si la mémoire du rêve est forte, c'est qu'il faut les regarder de ce côté-là. Alors, pour rebondir par rapport à ça, j'ai des patients qui viennent en consultation et qui disent « Je fais un petit rêve, mais il n'est vraiment pas intéressant. Je m'en souviens, mais il n'est vraiment pas intéressant. » Si on se souvient d'un rêve, il est forcément intéressant. Je n'ai jamais vu un seul rêve qui ne soit pas intéressant. Il y a des rêves qui peuvent nous balader.
C'est-à-dire que il y a des personnes qui ont très peur qu'on s'approche réellement du noyau dur de l'information et qui vont mettre des formes complexes dans le rêve où on va pas y arriver, on va avoir du mal à appréhender les choses parce qu'effectivement, elles ont des résistances. Comme ce phénomène peut se produire avec des personnes qui ont travaillé beaucoup sur le rêve. Plus on travaille sur les rêves, plus le rêve va être encodé, difficile à déchiffrer. Mais pas toujours. C'est vraiment quand il s'agit d'une information qui est pas recevable. Là, par exemple, ma mère a pu être un monstre par moment, quelquefois ce n'est pas recevable. C'est politiquement incorrect, comme le surmoi est principalement formaté par la mère, parce que c'est la personnalité qui est souvent la plus présente, va toucher à l'identité de la mère, qui est aussi une déesse dans l'esprit de l'enfant, puisque la mère, c'est celle qui nous engendre, c'est celle qui nous a portés, celle qui nous a nourris. Donc il y a une représentation sacro-sainte de la mère dans le psychisme, et imaginez qu'elle puisse être aussi quelquefois toxique, politiquement, ce n'est pas recevable. Moi, du coup, ça m'a fait penser à une question quand vous parliez des rêves qu'on pense qui n'est pas intéressant. Moi, je sais, par exemple, quand je regarde beaucoup d'épisodes d'une série avant de me coucher, des fois, la nuit, j'ai l'impression de rêver de la série. Et en fait, donc de ne pas avoir rêvé. En fait, simplement que mon esprit il a tellement été pollué par la série que j'ai regardée que je n'ai pas vraiment rêvé. En fait, que mon rêve, il a juste répété des épisodes de la série. Donc, du coup, là, je me pose la question si c'est vraiment des rêves ou si c'est juste de la pollution de la série que je viens de regarder. Ou... Les deux, mon général. Il peut y avoir un effet de saturation et de mise en boucle. C'est ça. Mais, en revanche, si vous venez en cabinet et qu'on travaille sur un moment particulier de ce rêve, ou une séquence de rêve, ou le rêve entier, on va voir pourquoi vous avez fait ce rêve. Pourquoi il est revenu de façon cyclique. D'accord. Alors, il reste une ou deux questions. Ça s'est été fait. Voilà, une avant-dernière question. Y a-t-il une différence entre une interprétation spirituelle des rêves et une interprétation donc scientifique, plutôt psychanalytique, psychologique? Alors, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Le rêve est porteur de sens et on peut interpréter selon différents angles un même rêve. Alors, avant d'entrer dans une dimension spirituelle, il est toujours bien d'aller voir plutôt la dimension psychanalytique, c'est-à-dire de faire un travail de nettoyage. Parce que il y a évidemment une dimension spirituelle dans les rêves, il y a des rêves qui sont plus spirituels que d'autres, mais certaines personnes pourraient vouloir s'échapper un petit peu dans l'ego spirituel. C'est-à-dire, bon, ben, je n'ai pas besoin de travailler sur moi, je vais plutôt aller voir du côté de la dimension voilà, de l'astral. Pour être vraiment dans une vraie spiritualité, il faut avoir les pieds sur terre. On ne peut pas entrer dans un domaine qui est celui de la spiritualité sans avoir les pieds sur terre, c'est-à-dire bien ancré. Donc les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, oui. Mais que la tête dans les étoiles, non. Mais si la personne est censée, à ce moment-là, on peut trouver une dimension spirituelle si le désir ou si les images du rêve amènent à ce sens. Selon Jung, dans les rêves, il y a une perspective du numineux. Numen, c'est donc un mot latin qui veut dire faire un signe. Et donc, pour beaucoup, il peut y avoir une perspective lumineuse. Le ressenti du lumineux, c'est simple. Vous êtes devant un ciel étoilé la nuit, avec, vous voyez la Voie lactée, tout est dégagé, c'est magnifique. Vous avez un sentiment d'élévation. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui nous transcende, qui est au-dessus de nous. Les rêves, en général, contiennent beaucoup ce sens du lumineux. Il y a quelque chose qui peut nous emporter, donner un sentiment d'élévation. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il y a quelque chose de plus grand. Et on est connecté à ce moment-là. Alors, il y a des personnes qui n'aiment pas du tout ce sens spirituel, qui sont beaucoup cartésiens, qui n'ont que les pieds sur terre. Il y en a d'autres qui ont trop la tête dans les nuages. Mais le lumineux, c'est un sentiment qui est commun à l'humanité, sentiment d'émerveillement, de contemplation. Ça peut être en regardant, en rêvant d'une femme aussi, par exemple. On peut avoir un sentiment de spiritualité, d'union, de connexion mystique avec une femme. Je prendrai l'exemple de la cathédrale ou de l'église. La cathédrale et l'église symbolisent la femme et sa matrice. La femme, c'est-à-dire sa matrice. Oui, puisque pour moi, il me semblerait que les cathédrales et les églises soient la mémoire de la matrice qui nous a portés, qui nous a engendrés. Quand nous entrons dans une église, nous nous retrouvons dans cet univers et l'église représente le féminin sacré.
Donc, on peut avoir un sentiment de transcendance, d'exaltation en entrant dans une église parce qu'on découvre tout d'un coup un féminin infini, extraordinaire, et aussi le passage, puisque nous sommes tous passés par une matrice pour arriver sur Terre. Et il y a ce sentiment du lumineux ou du féminin sacré qui peut être très fort dans beaucoup de rêves. Et pour une femme qui rêverait justement d'une église, qui rentre dans une église avec plénitude, c'est qu'elle est en train de découvrir toute sa féminité, tout le côté sacré du féminin qui est en elle. Merci. Je regarde. Ça a été posé. Donc moi, j'ai posé toutes mes questions. Est-ce que vous auriez un mot pour conclure la fin ou un message à partager ou quelque chose que vous souhaiteriez partager à propos du rêve ou du masculin et du féminin qu'on n'aurait pas abordé voilà, pour clôturer l'interview? Là, je considère que le rêve est une perception objective de la réalité. C'est-à-dire que pendant le rêve, nous allons être soumis à des émotions, comme je le disais tout à l'heure, qui sont travesties, qui vont prendre des formes particulières, mais qui vont avoir un contenu toujours extrêmement fort. Le rêve va nous ramener sans cesse à une perception objective, c'est-à-dire regardons les choses en face, regardons ce qui est, sortons des croyances que nous pouvons avoir et connectons-nous avec notre désir. L'observation du monde, c'est vraiment celle de notre désir. Qu'est-ce que je désire plutôt que qu'est-ce que je crois? Parce que là, on parlait du spirituel. La croyance, c'est quelque chose souvent qui est inculqué, qu'on va trouver dans les livres, qu'on va rechercher, mais la croyance, c'est quelque chose qui procède d'une sorte de mensonge qu'on se raconte. Alors que quand on se reconnecte avec nos désirs, à ce moment-là, nous savons qui nous sommes, nous sortons des projections, de tous les phénomènes de contrainte. Qu'est-ce que je veux vraiment? Et le rêve est un moment de reconnexion fondamentale avec notre désir profond, notre désir de vie, qui est donc un désir à la fois d'être dans l'ego, c'est-à-dire qu'on va travailler sur cette dimension. Je parlais du surmoi. Le surmoi, c'est en relation avec le moi, l'ego, et en relation avec le ça. Pulsion, désir, moi, conscience, libre arbitre, surmoi, canalisation de nos désirs trop forts du ça pour que le moi soit épanoui. Et donc, quand nous sommes vraiment connectés avec nos désirs, à ce moment-là, nous prenons notre place dans le monde. L'ego est un élément extrêmement important. Par exemple, en spiritualité, on va dire l'ego est haïssable. C'est faux. L'ego, c'est le moi. L'ego, c'est celui qui communique avec le monde. Quand cet ego est construit, à ce moment-là, on peut peut-être y renoncer. Mais la plupart du temps, en spiritualité, on vous dit renoncer à votre ego alors que les gens n'en ont pas. Et donc, il y a une espèce de dilemme intérieur. L'ego, c'est mal, c'est pas bien. Si, l'ego, c'est merveilleux. C'est chez l'enfant la narcissisation, c'est la construction. L'enfant a besoin de savoir qu'il est beau, qu'il est intelligent, qu'on l'aime. Quand il sait ça, son moi peut s'épanouir et il peut être d'autant mieux en connexion, en relation avec les autres et avec le monde. Tout à fait. Et c'est très beau et très intéressant d'avoir partagé ça. Moi, je vous remercie beaucoup, Tristan Moir, d'avoir participé à cette interview et d'avoir accepté. Merci infiniment et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, Laetitia. Et à bientôt aussi. Au revoir à tous. Au revoir.